Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème fabricant d'EDM, réussir sa validation des logiciels du SMQ. Le webinaire sera présenté par Joanne Bonamy, consultant et expert qualité en affaires réglementaires dans le secteur du dispositif médical. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Joanne Bonamy à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Joanne Bonamy. Merci Nicolas. Écoutez, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui, alors à défaut d'être la hantise des fabricants, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui les touche de près. Donc la validation de leur logiciel de système qualité. Donc, alors, hop, je passe à la slide suivante. Donc, on va essayer dans ces quelques minutes d'avoir une vue d'ensemble, un petit peu toutes les problématiques et de répondre à certaines des questions qui se posent assez souvent sur ce sujet. Donc, après l'introduction, je parlerai de l'ISO 80002-2 qui, entre autres référentiels, traite de ce sujet de validation logicielle SMQ. Une question, nous aborderons ensuite l'idée de quels sont les types de logiciels que l'on peut avoir. Effectivement, on a des logiciels qui vont être développés en interne ou dits sur étagère, c'est-à-dire que l'on va acheter déjà développés. La question se pose aussi assez souvent, nouveaux logiciels qu'on achète, qu'on développe, ou un logiciel qu'on utilise déjà depuis des années. Donc là aussi, comment aborder la stratégie de validation de ces logiciels. Et puis ensuite, on rentre en plus dans le vif du sujet sur quelles sont les données d'entrée pour une validation de logiciel du système qualité, l'analyse de risque qui, comme dans la plupart des sujets concernant les dispositifs médicaux, est un dossier qui est au cœur des analyses, au cœur des activités. Quelles sont les étapes de validation? Et ensuite, bien entendu, comme toujours, on est dans un système dynamique et on doit maintenir l'état validé de nos logiciels de système qualité. Donc, nous allons essayer d'aborder tout ça de façon à éclaircir un peu ces sujets. Donc, bien entendu, comme vous le savez, les fabricants de dispositifs médicaux sont soumis à la réglementation, donc le règlement 2017-745, qui exige entre autres la mise en place d'un système qualité. Et l'ISO 13485-2016 est le référentiel utilisé pour la mise en place de systèmes qualité et qui est revendiqué pour la grande majorité des fabricants de dispositifs médicaux. Et dans cette norme, depuis la version 2016, car ce n'était pas le cas dans la version précédente, afin, entre autres, de se mettre en cohérence avec les exigences référentiel qualité américain, l'ISO, la 21 CFR par 820 le demandait déjà, mais on ne nous demandait pas, nous. Et donc, depuis 2016, la 13485 impose, au chapitre 4.1.6, de valider les logiciels utilisés dans le système qualité. La notion de validation de logiciels de production utilisant la production existait déjà, mais les logiciels utilisés dans le système qualité, donc ça une définition élargie des logiciels concernés, est apparue dans la version 2016. Et donc là, ça implique un travail qui peut être complexe, pas un sujet simple, la validation logicielle, et un travail conséquent, puisque certains fabricants, certaines entreprises disposent de nombreux outils logiciels dans leur système qualité. Et donc, les conclusions, ou en tout cas les conséquences de ça, c'est qu'on a encore aujourd'hui, donc moi étant moi-même, ayant été auditeur pour un organisme notifié, c'est encore un sujet qui donne lieu à des non-conformités lors des audits de certification. Le fait de ne pas avoir validé tous les logiciels qui, en tout cas, nécessitaient cette validation. Donc voilà, encore aujourd'hui, quelques années après l'apparition de cette version de la norme, on a encore des soucis, enfin les fabricants ont encore des soucis avec ce sujet. Donc, comme pour la plupart des sujets, effectivement, on a des référentiels pour nous aider. Il y en a plusieurs. Je les citerai à la fin de la formation, mais en tout cas, on va se pencher un petit peu plus sur l'ISO 80002-2 2017, qui donc va nous donner
des outils hein, pour valider ces logiciels autour d'une approche fondée sur les risques. Alors déjà, la 80002, c'est une série de normes qui en comporte 3, dont aujourd'hui, on va se pencher plus sur la partie 2, la validation des logiciels pour le système qualité. La partie 1 concernant l'application de la 14971 aux dispositifs médicaux logiciels et la 3, modèle de référence des processus du cycle de vie. Donc, effectivement, pour la partie 1, la partie 3 concerne plus les logiciels qui, eux, sont des dispositifs médicaux. Ce qui nous concerne, nous, ce ne sont pas les dispositifs médicaux logiciels, mais les logiciels du système qualité. Ça reviendra un tout petit peu après, tout à l'heure. Donc, l'objectif de cette norme ISO 80002-2, ça va être d'aider les fabricants et les auditeurs à comprendre et appliquer les exigences de validation ou à auditer les exigences de validation des logiciels utilisés dans le système management de la qualité. Donc, l'ISO 13485 nous indique que à certains chapitres, donc le chapitre 4.1.6, effectivement, nous dit qu'il faut valider les logiciels système qualité. Dans le chapitre 7, 5, 6, on parle de valider les procédés de production incluant potentiellement eux-mêmes des logiciels. Et on parle aussi de validation des logiciels qui seraient utilisés en métrologie, donc dans la gestion et les enregistrements relatifs au parc des équipements de mesure. D'ailleurs, on en parle aussi un peu dans le chapitre 7.1 d'une manière un peu plus générale sur le fait de qualifier les installations. Dans le chapitre 7.5.1, plus spécifiquement, l'infrastructure doit être qualifiée concernant la fabrication et tout ce qui tourne autour de la fabrication du dispositif médical. Donc, ça peut intégrer un certain nombre d'outils logiciels, comme par exemple les outils logiciels qui permettent d'entériner des contrôles qualité des mesures ou de conclure sur la conformité du produit au travers d'un certain nombre d'enregistrements de production. Alors, ce qu'on entend par validation logicielle à proprement parler, c'est désigner donc, toutes les activités qui permettent d'établir un niveau de confiance dans le fait que le logiciel est adapté à l'usage. Donc ça, c'est la définition, de la l'ISO 80002-2. Au-delà de ça, surtout le point qu'il faut avoir en tête pour l'application dans le cadre de l'ISO 13485, c'est la notion d'approche par le risque et donc de validation du logiciel proportionnée au risque. Alors, cette 80002-2 s'applique aux logiciels donc, utilisés en système qualité ou dans la prestation ou dans les productions, les logiciels utilisés dans la production ou la prestation de services ou utilisés dans la métrologie, dans la gestion des équipements de mesure. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne s'applique pas à un dispositif logiciel qui fait partie ou qui est accessoire d'un dispositif médical ou qui est lui-même un dispositif médical. Pour ça, il y a une norme 62304 que les fabricants de dispositifs logiciels connaissent bien, qui est une méthodologie très détaillée et très exigeante sur la validation des logiciels proportionnellement au risque. Mais voilà, cette norme-là vraiment est dédiée aux logiciels qui sont eux-mêmes à part entière des dispositifs médicaux, ce qui n'est pas notre cas. Donc, le niveau d'exigence n'est pas le même non plus. D'ailleurs, ça n'empêche que l'on peut effectivement, dans le cadre de son système qualité, on peut développer soi-même un logiciel en interne et ensuite, effectivement, intégrer dans ce développement la partie validation de ce logiciel pour son utilisation par l'entreprise, ou on peut acheter un logiciel tout fait. Bon, par exemple, les logiciels que l'on achète, type les logiciels de la série Microsoft Office ou tout autre type de logiciel plus spécifique ou plus technique que l'on achèterait tout fait. Alors attention, on va le voir, le logiciel sur l'étagère du commerce, on va dire, doit quand même être installé et configuré, assez souvent, la plupart du temps, configuré spécifiquement pour notre utilisation, et ça, en soi, nécessite une validation. Donc, même un logiciel que l'on achète doit être validé. L'argument de dire que c'est un logiciel qui est sur le marché, qui est connu, qui est reconnu, ça n'empêche que pour l'utilisation qu'on en fait, on doit développer des activités de validation. Par contre, effectivement, c'est encore plus évident pour un logiciel que l'on va développer nous-mêmes. Et quand je dis développer nous-mêmes, alors soit parce qu'on a un service de développement logiciel pointu, soit ne serait-ce que de développer
sur une application type Access, un outil d'enregistrement ou de gestion de production, de contrôle sur nos produits, etc. Ou même une macro complexe sur Excel, ou ne serait-ce que sur Excel, des outils intégrant des formules complexes ou non. Donc, tout ça, la question, en tout cas, doit se poser sur tous ces outils qui, en soi, le terme logiciel englobe finalement tout ce qui est programmable, programmé. Donc, une formule sur Excel peut être dans le périmètre de la validation des logiciels. Donc, autre question aussi qui se pose assez souvent, ou en tout cas sur lequel il va falloir trancher initialement, quand on va mettre en place un ISO 13485 version 2016, eh bien, on a déjà probablement, dans notre système qualité, déjà des logiciels que l'on utilise. Donc, lorsque l'on intègre un nouveau logiciel suite à un nouveau besoin ou dans le cadre de l'amélioration de nos processus de système qualité, effectivement, là, on va définir si ce logiciel est effectivement intégré ou répond à la définition des logiciels du système qualité et on le validera comme on va l'expliquer un peu plus loin. Maintenant, tous ceux qu'on utilise déjà quand on se met en conformité avec l'ISO 13485, potentiellement devraient avoir été validés ou en tout cas devront l'être. Donc la première étape, suite à la mise en place de cette norme 13485 et du coup de cette obligation de validation logicielle, ce sera de faire l'inventaire des logiciels que l'on utilise déjà, donc définir dans tous ces logiciels que l'on utilise déjà lesquels répondent au périmètre, en tout cas, des logiciels utilisés dans ce système qualité. Et puis, ensuite, on va pouvoir réaliser, selon les mêmes étapes que l'on va décrire plus loin, la validation de ces logiciels. Alors, l'avantage, c'est qu'on va avoir rétrospectivement, on aura des informations déjà sur l'utilisation de ces logiciels. On aura peut-être déjà des personnels formés, on aura des retours d'expérience, des erreurs ou des dysfonctionnements qui auraient déjà été rencontrés, les retours des utilisateurs, etc., qui vont bien entendu devenir des données d'entrée dans le cadre de cette validation logicielle. Mais donc, je rappelle que l'ISO 13485, dans le chapitre 4.1.6, nous dit bien qu'on doit valider un logiciel, tant est qu'il soit concerné par le périmètre de la définition, avant de l'utiliser. Donc, si vous utilisez dans votre système qualité un logiciel qui fait partie des logiciels à être validé et qu'il n'est pas validé ou pas encore terminé de valider, puisque souvent on arrive en audit dans des processus en cours, malheureusement, c'est non conforme à la norme. Donc, l'étape de faire l'inventaire, d'évaluer ensuite les logiciels nécessitant d'être validés devra quand même être fait assez rapidement après la mise en place d'un système qualité ISO 13485. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité aujourd'hui, c'est que certaines entreprises encore, et elles sont nombreuses, n'ont pas forcément terminé de valider tous les logiciels utilisés dans le système qualité. Donc, c'est vrai que c'est une problématique qui, encore aujourd'hui, est d'actualité. Alors, à partir du moment où on a estimé que le logiciel en question répondait bien à la définition du logiciel qui est utilisé dans le cadre du système qualité, donc il va falloir définir l'effort de validation, et ce, proportionnellement au risque. C'est ce que demande la norme. Alors, ça a l'avantage de pouvoir passer moins de temps sur des logiciels pour lesquels les risques associés seraient moins importants. Par contre, passer tout le temps nécessaire pour la validation et développer tous les tests nécessaires pour la validation des logiciels qui, eux, engendreraient des risques. Donc, pour pouvoir faire cette analyse de risque et définir cet effort de validation, il va falloir poser, et quand je dis poser, ça sous-entend formaliser, documenter, comme le dit la norme, documenter les fonctionnalités du logiciel, les exigences spécifiques des utilisateurs dans un contexte spécifique d'utilisation, les éléments de sortie attendus du logiciel. Est-ce que ce sont des informations, des enregistrements de conformité du produit? Est-ce que ce sont des résultats de calcul intervenant dans la conformité du produit ou dans les indicateurs qualité de l'entreprise, par exemple? Donc, il faut déjà définir ce que fait le logiciel slash application access slash formule sur Excel un peu complexe. Une fois qu'on a bien défini ce que l'on fait avec, ce que l'on en attend et quels sont les résultats de sortie de ce logiciel, on va pouvoir, en effet, commencer
à proprement parler, l'analyse de risque et se poser les questions des conséquences d'une défaillance logicielle par rapport au système qualité, à la production, à la réalisation du produit ou au service, aux équipements de mesure. Donc, quand on parle dans la défaillance logicielle, il y a effectivement une donnée de sortie qui n'est pas la donnée de sortie attendue, mais on peut avoir aussi la corruption ou la perte de données d'enregistrement. Quand il s'agit de qualité, de système qualité, on a beaucoup d'exigences de traçabilité. Donc, si on perd cette traçabilité, c'est non conforme au système qualité et, dans certains cas, non conforme aux exigences réglementaires, quand la traçabilité est une exigence réglementaire. Mais concernant la production, là aussi, on va essayer, un logiciel qui évite de perdre, qui nous permettent de ne pas perdre les données de production. Donc là aussi, associé au dossier de l'eau, à l'étiquetage, donc on va être beaucoup sur la traçabilité, ou tout simplement un logiciel qui participe à la conformité du produit. Concernant le service, donc on va avoir la même chose sur par exemple sur le traitement des réclamations clients, mais aussi sur d'autres types de services qui peuvent être associés à un dispositif médical, comme du SAV, un logiciel qui gérerait le SAV, qui est un service mériterait d'être validé afin d'éviter ces défaillances, ou en tout cas de les détecter. Et ensuite, effectivement, quand il s'agit d'équipements de mesure, ECME, d'équipements de contrôle et de mesure, ces équipements nous permettant de statuer sur la conformité d'un produit, il est évident que les logiciels qui permettent d'obtenir les résultats de vérification ou d'étalonnage ou de calibration et d'enregistrer les données associées à ces vérifications métrologiques sont aussi des risques à identifier. Donc, et les conséquences c'est surtout les conséquences qui vont nous permettre de définir un niveau de risque concernent la conformité du produit, réglementaire, technique, et évidemment, au bout de la chaîne de l'analyse de risque, les conséquences pour le patient. Parce que c'est bien dans ce contexte d'analyse de risque-là que l'on se situe quand il s'agit de valider les logiciels du système qualité. Alors maintenant, concernant l'effort de validation, ici, je montre un exemple, donc, qui reste un exemple, mais parce que là, une question qui se pose aussi assez souvent, quand on dit valider, mais proportionnellement au risque. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire proportionnellement au risque et surtout comment ça se concrétise et comment ça se matérialise? Donc, une méthode peut consister, alors, je n'ai pas parlé sur la slide précédente, je n'ai pas redétaillé ce qu'était une analyse de risque. Alors, bon, encore une fois, ce sujet est tellement mis présent dans les activités des fabricants qu'on s'attend à ce que les méthodes d'analyse de risque soient connues, mais en sortie d'analyse de risque, souvent, on a une échelle de niveau de risque qui va dépendre de la probabilité, de la gravité des conséquences d'une défaillance ou d'un quelconque problème. Donc, dans le cas d'un logiciel, on va pouvoir avoir, par exemple, une méthode d'analyse de risque qui va nous permettre d'identifier des logiciels qui sont de classe de risque fort, moyen ou faible, ou forte plutôt, moyen ou faible, ou alors acceptable, les termes utilisés peuvent être variables, mais vous avez tous l'habitude d'avoir comme ça des échelles à 2 ou 3 ou 4 niveaux de risque. Et donc, on peut imaginer, dans cet exemple d'approche par le risque, que dépendamment du niveau de risque associé à un logiciel et à son utilisation dans le cadre de l'analyse de risque, on puisse exiger ou non, donc requis ou suggéré, ou le S, alors je n'ai pas fini la traduction, c'est en anglais, mais c'est plutôt, c'est possible, ça peut être attendu, mais ce n'est pas requis, alors que le R, c'est requis. Eh bien, dépendamment du niveau de risque, on va, dans les différentes étapes de qualification dont on va parler un petit peu dans la slide suivante, considérer qu'un logiciel de faible niveau de risque, on va avoir comme obligation d'avoir au moins un protocole de qualification de performance et un rapport de qualification de performance avec des retours des utilisateurs, éventuellement l'enregistrement. Quand on dit enregistrement QP ou qualification de performance, c'est sous-entendu enregistrement du résultat des tests qui ont été réalisés dans le cadre de la qualification du logiciel. Et puis, on peut imaginer que sur cette même échelle, lorsque le logiciel est à un niveau de risque élevé,
par rapport à son utilisation, encore une fois, dans le contexte d'utilisation, eh bien, dans ce cas-là, il nous faut les protocoles rapports et enregistrements pour les étapes de qualification d'installation, pour les étapes de qualification opérationnelle et les étapes de qualification de performance. Donc, on voit bien là un exemple d'approche fondée par le risque qui, dépendamment du niveau de risque, exigera un certain nombre de livrables, on va dire, ou de documentation associée à la validation des logiciels. Sachant que, je rappelle, l'analyse de risque, elle, ce qu'on comprend bien, puisque c'est elle qui nous permet d'évaluer cet effort de validation, elle est systématiquement obligatoire pour tous les logiciels utilisés dans le système qualité. Donc ça, c'est un point important. À défaut d'avoir terminé son activité de validation logicielle, on s'attend à ce que toutes les analyses de risque soient faites, parce que c'est elles qui vont permettre, dépendamment donc, du niveau de risque, qui va permettre de prioriser les logiciels à valider. Donc, une des approches, quand on a beaucoup de logiciels à valider dans son système qualité, c'est au moins, et en audit, c'est comme ça qu'on appréhende le sujet, c'est qu'au moins l'analyse de risque est faite et que les logiciels à risque, on va dire élevé, et ou moyens sont eux, terminés. En tout cas, dans votre logique de planification de validation logicielle, donc la transition sur la slide que j'affiche maintenant, il y a une cohérence avec le niveau de risque. Donc, la validation, c'est un protocole de validation qui décrit les étapes de qualification, les responsabilités, donc assez classique quand on parle de protocole de validation, donc étapes, responsabilités, documents de sortie. Ensuite, dans la qualification de l'installation, on va avoir finalement le logiciel lui-même qui est installé dans son environnement, il fonctionne, la documentation est disponible, le personnel est formé. Maintenant, est-ce que le logiciel fonctionne spécifiquement pour ce que l'on en fait nous? Donc là, on va faire éventuellement, on va définir nos spécifications, donc nos utilisations à nous, nos configurations pour les logiciels hautement configurables, et on va définir des plans de test. Donc ces plans de test, ça veut dire qu'on décrit un test, on déroule le test, on a un résultat de test. C'est évident tout ça, mais il faut que ce soit formalisé comme tel. Et donc souvent, on retrouve donc, dans ce niveau qualification opérationnelle toute une série de tests avec un résultat de test. Oui, le logiciel, lorsqu'on lui donne cette entrée-là, il nous donne cette sortie-là, c'est ce qu'on attendait. Oui, donc conforme. Et comme ça, sur un certain nombre de tests. Et la qualification de performance, elle, qui est une qualification de logiciel dans son utilisation, dans son environnement réel. Alors, entre parenthèses, je mets de routine, on appelle ça travail de routine, ou environnement de routine, c'est-à-dire on le met alors soit sur la vraie plateforme de travail, soit sur une plateforme de test, mais dans un contexte de routine avec les vraies personnes qui font les vraies choses avec et qui utilisent le logiciel comme prévu. Pour également, on peut inclure des scénarios de test pour représenter les différents cas de figure de ce qui peut nous arriver lorsqu'on utilise un logiciel dans notre quotidien. Et puis, bien sûr, comme toujours, on a un rapport qui va compiler toutes ces données, tous ces résultats de 3 niveaux de qualification. Et puis, surtout, qui conclut, et ça j'insiste parce que c'est des choses qui manquent souvent, ou en tout cas qui ne sont pas toujours très claires, qui conclut sur le fait que le logiciel puisse être utilisé, il est validé, même éventuellement si certains résultats de test ne correspondent pas aux attendus, on peut alors, soit ouvrir des non-conformités, réaliser des modifications ou des actions pour rendre conforme, soit pourquoi pas justifier ou argumenter le fait que c'est acceptable dans l'état. Donc, mais en tous les cas, il faut statuer sur le fait que le logiciel peut être utilisé en toute sécurité, ou en tout cas les risques associés à ce logiciel sont maîtrisés. Et alors, pour finir, comme vous le savez, effectivement, dans un contexte de mise sur le marché de dispositifs médicaux, de système qualité ISO 13485 et surtout de respect de la réglementation de 2017-745, la notion de changement dans son système qualité est aussi un sujet en soi qui est à traiter avec beaucoup de vigilance parce que c'est aussi là-dessus qu'on a souvent des non-conformités. À partir du moment où, dans un état donné, par exemple, dans le contexte de validation des logiciels, lorsqu'on a validé nos logiciels utilisés dans notre système qualité, à partir du moment où il y a un changement par rapport à l'utilisation qui avait été prévue dans le cadre de cette validation, eh bien entendu, la question se posera de faut-il et à quel point faut-il revalider ce logiciel. Et quand je parle de modification ou de changement, comme écrit ici, ça va être peut-être le logiciel lui-même qui change de version. Ça peut être de nouveaux modules activés dans un ERP, par exemple, mais ça peut être aussi des changements dans le fonctionnement au quotidien. Donc, ça peut ne pas venir du logiciel, mais venir de ce que l'on en fait
Donc, tous ces changements devront être analysés. Normalement, votre système qualité prévoit l'analyse des changements et la question est-ce que je dois refaire des validations sur le logiciel et ensuite, bien entendu, faire ces revalidations ou ces validations partielles avant de réutiliser le logiciel dans ce nouveau contexte d'utilisation. Donc ça aussi, n'oubliez pas que c'est un point important sur lequel les auditeurs sont très vigilants. Donc, petite synthèse, on va récolter les données d'entrée, analyser les risques associés à l'utilisation du logiciel, définir le niveau de validation requis, dérouler un plan global comportant tous nos logiciels et ensuite les protocoles spécifiques, la qualification et les rapports. Et on va rentrer dans un processus de gestion des changements dès que des changements interviendront. Pour aller plus loin, bien entendu, je vous invite à vous procurer et à lire l'ISO 82000-2 2017. Celle-ci est très intéressante parce qu'à la fin, vous avez en annexe toute une série de… Alors déjà, on reparle de l'analyse de risque pour ceux qui ne connaîtraient pas, et toute une série d'outils utilisés dans la validation des logiciels. Je vous invite aussi à aller sur ce lien qui est gratuit, qui est accessible en ligne de la FDA. Alors effectivement, c'est la réglementation américaine, mais c'est l'avantage d'être accessible gratuitement et surtout d'être assez pertinent techniquement. Il y a aussi la AMI TIR 36, qui est également un référentiel américain sur la validation des logiciels pour les process, donc les procédés regulated ou automated. Donc voilà, au-delà de ces référentiels, il en existe d'autres. On entend souvent parler du GAMP 5, mais là, on est sur plutôt une réglementation pharma, mais toute méthode pertinente de validation logicielle est acceptable potentiellement dans la mesure où elle répond à l'exigence de la norme, c'est-à-dire de démontrer le bon fonctionnement du logiciel par rapport au risque. Encore une fois, je terminerai sur ce mot, le risque, puisque c'est toujours au cœur des principaux sujets dans la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Je vous remercie et puis je suis prêt à répondre aux questions. Alors, merci beaucoup, Joanne, pour cette présentation riche en enseignements. Effectivement, on a reçu pas mal de questions, donc je vais, sans perdre un instant, en formuler quelques-unes, mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Joanne y répondra avec plaisir. Alors, première question, vous avez mentionné que les formules Excel peuvent devoir être validées, pas doivent être validées, donc peuvent devoir être validées. Tout à fait, peuvent devoir, c'est le bon terme. Voilà, c'est ce que l'on entend souvent, mais y a-t-il des règles ou des pratiques acceptées? Quelles formules doivent l'être et quelles formules peuvent ne pas l'être? Alors, c'est vrai que là-dessus, il y a parfois un peu des flous et des ambiguïtés parce que jusqu'où on va aller. À partir du moment où on va utiliser un tableau Excel uniquement pour enregistrer de la donnée, des listes ou des informations, là, on va avoir une gestion de pérennité de documents. Donc, normalement, c'est géré au travers de la processus documentaire, d'une procédure de sauvegarde, par exemple, des données. Mais à partir du moment où, dans une formule, on va réaliser un calcul, alors, ce qui peut être acceptable, c'est les formules simples ne doivent pas être vérifiées. Une multiplication, une addition, voire une moyenne, ne pas faire l'objet d'une validation logicielle à proprement parler, mais à partir du moment où le résultat, encore une fois, c'est assez touchy, à partir du moment où le résultat va être utilisé dans l'état et potentiellement dans un état où le résultat est mauvais, dans son système qualité ou dans la réalisation de son produit, il y a un risque associé. Donc, encore une fois, le risque doit être évalué. Mais la bonne approche, c'est de considérer qu'à partir du moment où on réalise une formule, où le résultat n'est pas évident, c'est-à-dire que où ce que l'on va voir dans la case résultat ne peut pas être évidemment, la non-conformité du résultat n'est pas détectable facilement par l'utilisateur, la question se pose déjà de la validation. Après, la validation peut être, comme on l'a bien dit, simple, c'est-à-dire que ça peut être déjà, une fois que la formule est faite, on la vérifie par un essai. Alors ça peut sembler un peu absurde sur un tableur Excel, on espère que les formules simples fonctionnent sur Excel, mais est-ce qu'on a bien tapé la formule? Et ça, ne serait-ce que ça, on ne peut le vérifier qu'en faisant un test à côté, sur la calculatrice, pour montrer que, ok, je ne me suis pas trompé dans la formule, mais bon, si elle est très simple, ce n'est pas la peine, si elle a quelques niveaux
d'intégration d'opérandes, ça peut être plus compliqué. Mais aussi bloquer, ne serait-ce que bloquer la case pour pas qu'elle soit modifiable par inadvertance. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut, je dirais, c'est une bonne pratique que l'on peut avoir systématiquement. J'ai fait une formule, je ne veux pas que quelqu'un rentre dans la colonne et transforme la formule sans le faire exprès et que du coup mes résultats deviennent faux. Eh bien, le fait de verrouiller et de vérifier qu'on a bien verrouillé cette cellule, bah, en soi, c'est de la validation. On va faire un test, on va vérifier est-ce que j'ai bien verrouillé, oui, est-ce que je peux rentrer dedans et changer la formule, non, bien entendu sans avoir le mot de passe qui a été défini. Bon, bah, ça, c'est un test qui fait partie de la validation. Donc, la réponse est, pour être clair, oui, potentiellement, toute formule mériterait d'être validée et je préfère, moi, mettre en place quelque chose d'assez simple et exhaustif plutôt que faire des règles alambiquées pour essayer de ne pas, d'obtenir, de ne pas avoir à valider tout pour finalement plus de temps de passer avec un résultat moins efficace. Donc, créer plutôt des systèmes pour qualifier simplement vos formules plutôt que d'essayer de les sortir du périmètre du champ d'application. Alors, merci Johan pour cette réponse précise et complète. Alors, une autre question. Donc, une question pour notre entreprise qui développe un DM de type logiciel. Le codage développé pour les tests unitaires de logiciel est-il considéré comme une partie du DM ou bien comme un outil devant être validé? Alors, dans les deux cas, c'est le cas. Il doit être validé. Les outils de développement, alors que ce soit les outils de ticketing ou les Jira, les GitLab, etc., ou les outils de test unitaires, enfin les différents logiciels qui peuvent être utilisés pour les régressions, etc. Tous ces outils-là sont assez, sans doute, sans aucun doute, sont dans le périmètre de la validation. Alors maintenant, non, ils sont dans le cadre des outils logiciels utilisés dans un processus qui est le processus de conception et développement. C'est pour ça que je ne vois pas trop la différence entre les deux cas de figure. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais a priori, la réponse est oui, ça doit être validé. Très bien. Alors, merci pour cette réponse. Alors, une autre question. Comment finaliser une validation avant d'utiliser le logiciel en routine si des données de surveillance sont requises en QP? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Comment finaliser une validation avant d'utiliser le logiciel en routine si des données de surveillance sont requises en QP? Alors, il y a deux choses. Première étape, ça peut être l'utilisation en routine sur un environnement de test, c'est-à-dire un serveur de test, où le logiciel est installé dans sa version et on l'utilise dans un contexte habituel par les bons utilisateurs avec les données de routine. Mais derrière, tant qu'on n'a pas suffisamment de recul et donc de données de surveillance, on peut considérer qu'on est on est encore en mode de validation. Mais aussi, il n'est pas exclu de considérer qu'on a suffisamment d'éléments dans une première étape de QP pour valider le logiciel dans une utilisation réelle sur le serveur réel d'utilisation du logiciel, mais tout en étant dans un mode de surveillance donc accru où on va vérifier, contre-vérifier les données. C'est un petit peu ce qu'on… Alors, pour une analogie qui va parler aux fabricants de dispositifs médicaux, c'est un peu le PMCF ou le SCAC, c'est-à-dire qu'on a un niveau suffisant de validation pour considérer que le dispositif médical est cliniquement acceptable, mais on a quand même décidé de réaliser une phase post-market où on va regarder de près pour confirmer, pour détailler les résultats de la validation. Eh bien, ça peut être un peu la même chose. On peut donc faire une première étape de QP, par exemple, en mode test, et ensuite, tout en récoltant des informations pour, à une échéance décidée, considérer qu'après X mois ou X occurrences d'utilisation, dans des conditions réelles, les résultats sont suffisamment probants pour pouvoir passer en mode fonctionnement, je dirais, moins surveillé, toujours surveillé, mais moins surveillé. Sachant que dans la mesure où il est surveillé, si cette phase de QP en réel,
se révéler, démontrer des faillances du logiciel, vu qu'on est en mode surveillé, on n'a pas le risque normalement d'engendrer un problème par rapport à l'utilisation de ce logiciel, puisqu'il est surveillé. Sous-entendu que ces résultats sont contre-vérifiés. Très bien, merci Joanne. Alors, on enchaîne parce qu'on a pas mal de questions. Alors, est-ce qu'une QI et QO suffiraient pour justifier la validation du logiciel? Pardon, Est-ce qu'une QI et QO suffiraient pour justifier la validation du logiciel? Alors, je vais revenir sur la slide, sur une des slides que je vous ai présentées. Justement, ça va dépendre du niveau de risque associé au logiciel. Et c'est bien l'idée d'avoir une procédure. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire. Attention, vous avez obligatoirement une procédure. Ça, c'est obligatoire de validation des logiciels ou une instruction éventuellement, enfin en tout cas un document. Et dans cette procédure, on va décrire les règles. Alors, pas forcément les règles que j'affiche là sur la présentation, mais ce type de règles-là. Et c'est elles qui vont nous dire, par rapport au niveau de risque associé au logiciel, si QI-QO suffisent, sachant que QI-QO, c'est plutôt ce qu'on a dans les logiciels moyens ou forts, hein, enfin de risque moyen ou élevé, ou est-ce qu'une QP suffit, ou est-ce que rien du tout n'est nécessaire, si on sort du champ de validation. Mais c'est jamais absolu. Le fait de dire QI et QO, c'est suffisant, ben, ça dépend du niveau de risque. C'est vraiment le sujet de la validation des logiciels proportionnés au risque. C'est vraiment ça la question. C'est comment je décris une règle qui me permet de dire que dans ce cas-là, pour ce logiciel-là, dans ce contexte, je veux QI, QO, QP, avec la documentation, l'enregistrement de tous les résultats de test par des screenshots, par exemple, pour confirmer que j'ai la preuve que mon résultat de sortie est conforme à ce que j'attends, ou juste un essai pendant quelques semaines en surveillance dans le cadre d'une QP simplifiée. Donc, ça, on ne peut pas répondre, ça dépend du niveau de risque. Alors, j'enchaîne avec une autre question. Alors, sur quoi se baser pour estimer, justifier le niveau d'échantillonnage appliqué à la validation logicielle? Alors, l'échantillonnage, c'est encore en soi un vaste sujet. Quand il s'agit de vérifier dans une condition de test strictement identique, il n'y a pas de répétabilité à réaliser concernant une fonction logicielle. Je reformule. Le logiciel, une fois qu'il a été validé, sous réserve qu'il ne soit pas corrompu, une fois qu'il a fonctionné, si une fonction dans une condition de test strictement identique, mais en tout cas définie, donne un résultat conforme, elle donnera toujours un résultat conforme. Il n'y a pas de variabilité sur la donnée de sortie d'un logiciel par rapport à des conditions d'entrée strictement identiques. À partir du moment où, effectivement, on doit démontrer une répétabilité dans l'utilisation dans des différents cas de figure, on ne va pas se baser, encore une fois, sur la répétabilité qu'on pourrait avoir, par exemple, sur une dimension ou une force de traction de scellage sur du packaging, avec l'idée de définir une capacité. Donc, pour obtenir cette capacité avec un certain niveau de fiabilité, il faut aller chercher, par exemple, 59 ou d'autres règles statistiques pour dire qu'il faut X échantillons. Voilà. On n'est pas dans ce cas-là. Là, on va plutôt être sur ce qu'on appelle les plans d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va échantillonner ces tests de façon à couvrir tous les cas de figure possibles. Et plus on réussira à couvrir tous les cas de figure, moins on risque dans la vie de routine du logiciel, découvrir des bugs. Ah bah oui, mais si dans le cas de ma libération de produit, j'ai un produit qui a été libéré puis bloqué, et puis je le relibère, mais avec une personne différente, etc. J'imagine des cas de figure un peu alambiqués. C'est tous ces cas de figure-là qu'on peut, dépendamment du niveau de risque associé, aller chercher. Donc, le nombre d'échantillons, entre guillemets, ça va plutôt être le nombre de cas d'utilisation possible. Par contre, voilà, dans un cas identique, le logiciel donnera une réponse identique. Alors, merci Joanne. Alors, on va tenter, parce que le temps avance, on va tenter de poser encore 3 questions. Alors, la validation
des applications logicielles du SMQ ne concerne que les outils qui ont un impact sur la sécurité et les performances du dispositif médical, ou bien aussi les outils de support. Par Aussi exemple, les outils de support. Non, non, mais c'est bien la bon, voilà. différence en fait avec. Alors, en fait, on considère que le système qualité dans son ensemble peut avoir un terme directement ou indirectement un impact sur le produit, mais c'est bien la spécificité de la version 2016. C'est l'application utilisée dans le système de management de la qualité, donc utilisée dans le système de management de la qualité. Point. Alors après, lorsqu'on dit que la validation doit être proportionnée au risque, je suis sur le chapitre 4.1.6, hein, l'approche des activités associées à la validation et à la validation doivent être proportionnées au risque associé à son utilisation. Là aussi, on ne parle pas là du produit. Donc, évidemment, que quand on impacte le produit et évidemment, quand on impacte la sécurité du patient, bah, là, on va se retrouver sur des logiciels à niveau de risque élevé. Quand je reste sur la slide qu'on voit là, qu'il faudra valider en bonne et due forme. Mais si le logiciel qui nous permet de calculer des indicateurs qualité, ben, a priori, il rentre dans le périmètre du chapitre 4.1.6, même si encore une fois, ou très, très indirectement, mais dans certains cas d'indicateurs qualité, on en a besoin pour évaluer l'efficacité de notre processus. C'est une obligation de la norme. Donc, si ça marche mal, on évalue mal et donc on n'est pas conforme à la norme. Et pour autant, ça n'a peut-être pas du tout d'impact sur la sécurité ou la performance du dispositif médical. Alors, on va passer une dernière question concernant les fichiers Excel. Un fichier de saisie de données avec mise en forme conditionnelle, vert, orange, rouge, en fonction d'une plage de conformité, doit-il être validé? Par exemple, nous utilisons un fichier Excel pour traiter les valeurs de notre compteur de particules. Oui, alors la réponse est claire, c'est oui. Je l'ai fait, moi, pour un client sur… alors, ce n'était pas Excel, c'était une application Access. Bon, ça restait Microsoft, mais c'est le même principe. Donc, l'application, on lui rentrait des résultats et les calculs se faisaient, qui pouvaient être complexes. Donc, c'est un premier point. C'est est-ce que le calcul est juste, est-ce que la formule est juste pour que le résultat qui n'est pas intuitivement vérifiable soit vérifié. Et ensuite, l'affichage du résultat donc, a été rouge ou vert, ou éventuellement orange. Moi, j'aime bien le rouge ou vert, parce que le orange, c'est toujours la question qu'est-ce qu'on fait. Mais rouge ou vert, mais là aussi, on peut très bien avoir un bug, et je peux vous jurer que il y en a, quand on n'a jamais fait l'exercice et qu'on a beaucoup de cas de tableaux Excel comme ça avec des mises en forme conditionnelles, je peux vous assurer que la probabilité de trouver des erreurs est assez forte. Donc, si le résultat il apparaît en rouge ou en vert, dépendamment qu'il est conforme ou non, cette mise en forme conditionnelle qui est bien dans les plages attendues, enfin en tout cas qui répond bien à la règle, doit être vérifiée, oui. Attention au supérieur ou égal ou strictement supérieur. Là aussi, parfois, la règle, enfin c'est un peu bébête, mais pensez-y, la règle, c'est ça doit être vert si c'est strictement, enfin si c'est supérieur ou égal, ou alors ça doit être vert si c'est strictement supérieur, que la formule le prenne bien en compte, parce que parfois on prend donc, ce qui veut dire que dans notre test, pour valider ces notions-là, il va falloir faire bien entendu les tests aux limites, c'est-à-dire qu'on va faire une valeur qui doit être dehors, mais la valeur limite qui doit être dehors, la valeur qui doit être dedans, et les valeurs limites qui doivent être dedans, pour prouver que sur toute la plage de conformité, la couleur est bien verte ou rouge, dépendamment du cas. Attention, je reviens juste sur ce que je dis, bien entendu, ça dépend, enfin, là aussi, l'approche par le risque, ça dépend de quoi il s'agit, la valeur conforme, pas conforme. Mais bon, quand on parle de rouge-vert, conforme, pas conforme, que ce soit pour le produit ou que ce soit pour le système qualité, il y a quand même de grandes chances que ça doit être vérifié, validé, enfin que ça rentre dans le périmètre, en tout cas, de la validation, c'est sûr, et que ça doit être testé, c'est quand même assez probable. Alors, merci Joanne pour ces réponses précises. Alors, malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Bon, nous serions bien restés ensemble, effectivement, pour continuer à échanger. Mais rassurez-vous, ce webinaire donc, a été enregistré.
Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. N'hésitez pas, à la suite de cette publication, à commenter pour formuler vos questions et à ce moment-là, Johan y répondra avec plaisir. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie Johan Bonamy pour sa présentation et ses explications très riches et très complètes. À bientôt. N'oubliez pas, donc les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé.